Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler voyage et je vais te partager mon dernier grand voyage qui a eu lieu il y a un mois. Au moment où je t'enregistre cet épisode, ça fait un mois que je suis partie avec ma famille. J'ai envie de te partager le pourquoi. Pourquoi l'Inde ? Le pratico-pratique, le comment. Voilà, comment est-ce qu'on a voyagé, comment est-ce qu'on s'est déplacé, où est-ce qu'on a logé. Je me dis que ça peut peut-être t'aider si c'est un voyage soit qui t'attire et tu as des résistances, soit qui vraiment te fait peur et peut-être que ça ouvrira ton intérêt, ta curiosité. Et puis, je ferai un troisième point sur ce que j'en ai retenu, ce que j'en garde en termes de sagesse, de leçons, d'enseignement. Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de te plonger un petit peu dedans, donc je te mets une petite ambiance sonore là pour te faire déjà un petit peu voyager dans ce pays. Voilà, histoire de t'emmener un petit peu avec moi. Alors pourquoi ? Pourquoi l'Inde ? J'étais déjà partie en Inde et j'étais partie en Inde il y a 17 ans. Je crois que c'était mon deuxième voyage, mon deuxième grand voyage en dehors de l'Europe. Et c'est un voyage qui m'a profondément touchée. J'étais partie avec des amis, nous étions 5. C'est un voyage qui m'a touchée sur plusieurs plans. C'était un moment où je n'étais pas ouverte à ma spiritualité, à tout ce à quoi je suis ouverte aujourd'hui, aux mondes invisibles. J'ai toujours eu une grande curiosité, une grande ouverture d'esprit. Mais par exemple, parler de la mort, parler de la réincarnation, parler de cette spiritualité qui est si incarnée en Inde, c'était quelque chose qui était nouveau pour moi. Ça m'a profondément touchée parce que j'ai vécu quelque chose de fort. Je me suis questionnée énormément sur la vie, la mort, la pauvreté, la spiritualité par opposition au monde de la matière. C'est un voyage qui est confrontant et je crois souvent qu'on dit qu'on adore ou qu'on déteste. En famille, ça fait des années que nous voyageons. Je voyageais déjà quand j'étais seule, je voyageais avec mon conjoint et maintenant on voyage avec mon fils qui est âgé de 11 ans. Et très généralement, on a pris l'habitude de partir au moment de son anniversaire qui est donc en février. Et c'est une façon pour nous de célébrer aussi un temps fort tous les trois. Et l'Inde me faisait envie depuis très longtemps. Mais j'avais envie que mon fils soit aussi en âge de pouvoir poser des mots, de pouvoir nommer ce qui était difficile ou pas pour lui et qu'on puisse vraiment profiter de cette destination tous les trois. Et l'année dernière, on était partis en Malaisie et la Malaisie a une grande partie, une grande communauté indienne et on a mangé très régulièrement indien. Et mon fils me dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est bon !» Enfin voilà, il y a de la saveur dans la bouche, mais ça montre aussi la couleur de ce pays dans tous ses domaines et dans tout ce qu'il incarne complètement. Et puis je me souviens très bien avoir dit peut-être que ce sera notre prochain voyage. On en a discuté dans notre couple, discuté dans notre foyer. Et on a pris la décision de partir cette année, en 2025, en Inde, pour ce très très beau voyage que nous avons vécu tous les trois. Alors, le pratico-pratique qui peut peut-être t'intéresser, nous sommes partis 3 semaines. Voilà, on a profité de cette dernière année où mon fils est encore à l'école primaire pour prolonger un petit peu les vacances scolaires, je dirais. On est parti du 1er février au 22 février.
c'était pas, enfin même au 23 février, initialement ça n'était pas ce qui devait arriver. On a commencé déjà avant même d'être parti à danser avec le chaos parce que ça a été un des enseignements, je t'en parlerai tout à l'heure. Et on nous a annulé notre vol. Voilà, on devait partir le samedi, le mercredi, on nous annule notre vol. Il a fallu en fait se positionner en disant que non, on voulait partir. Et finalement, on nous a décalé notre retour un jour plus tard. Donc on avait, on va dire, prolongé notre séjour d'une journée. Et puis au final, on a eu des soucis avec la compagnie que je ne te recommanderais pas. Et nous sommes rentrés le dimanche soir très très tard pour une reprise à l'école le lundi. Voilà, on avait prévu au départ de rentrer le vendredi pour s'acclimater, se remettre du décalage. Donc un voyage de 3 semaines, un voyage dans le Rajasthan. Moi j'avais déjà visité le Rajasthan qui est donc au nord de l'Inde et qui est cette partie des Maharajas, cette partie qui garde beaucoup de palais, de forts, qui garde toute cette dimension, cette puissance de l'Inde. Et je m'étais toujours dit, si je retourne en Inde, ce sera le Kerala. J'avais très envie de visiter le Kerala, sauf que moi j'avais déjà vu le Rajasthan et je trouvais ça aussi beau que mon conjoint et mon fils puissent eux aussi bénéficier de cette énergie que moi j'avais déjà rencontrée, que j'avais déjà vécue. Donc, après quelques discussions qui n'ont quand même pas été très très longues parce que j'étais ravie de revenir, puis on se rend compte que finalement il y a des choses qu'on oublie, d'autres qui restent et certaines sur lesquelles je crois que j'étais même plus sûre d'être passée ou pas. C'est un voyage qui reste à la fois très impactant et très flou sur plein de points. On voyage complètement en autonomie, donc c'est-à-dire que en général avant de partir, mon conjoint aime bien se plonger dans le périple de l'organisation un petit peu du voyage. Moi, c'est plutôt sur place. J'aime bien ressentir, j'aime bien décider si j'ai envie de rester plus longtemps, moins longtemps. Donc, on a cette forme de souplesse où lui dessine à peu près un itinéraire. Et puis sur place, on module en fonction de nos envies, ce qui permet vraiment de ne pas rester quelque part lorsqu'on ne s'y sent pas bien et de pouvoir au contraire prolonger lorsque on apprécie l'énergie d'un endroit et de vraiment vivre au rythme aussi de nos envies et de ce qui nous traverse dans l'instant, tous les trois, puisque là on voyage à 3, donc on tient compte évidemment de nos envies à tous les 3. On a séjourné essentiellement en appartement. On a pris, en général, on a l'habitude de prendre un hôtel en arrivant pour nous simplifier la logistique, être sûr d'avoir un bon confort de literie, d'avoir de l'eau chaude, d'avoir de quoi faire, de quoi manger si on a besoin de manger, qu'on n'est pas bien. Et c'est déjà arrivé qu'on arrive pas très en forme déjà d'un vol ou qu'on arrive déjà un peu malade, ça arrive. Et donc en général, on privilégie un hôtel pour la première étape, histoire de ne pas se préoccuper des à côté qu'il peut y avoir dans des locations d'Airbnb où on n'a pas toujours exactement le confort auquel on s'attend, ça peut arriver. Et ensuite, pour tout le reste du séjour, à part la dernière nuit où on a pris un hôtel près de l'aéroport, on a pris des Airbnb, qu'on a réservé d'étape en étape pour pouvoir avoir notre autonomie, donc avoir 2 chambres quand c'était possible et aussi se faire à manger. C'est quelque chose qui est important pour nous déjà au niveau culinaire, du coup, de pouvoir cuisiner des choses sur place, d'aller faire des courses sur place, de faire des marchés. Et puis, pour pouvoir aussi manger ce qu'on a envie de manger sans se contraindre forcément à aller tout le temps au restaurant, même si là, en Inde, c'est loin d'être une contrainte. Mais ça a pu l'être dans certains pays où on n'était pas si à l'aise que ça avec la nourriture. Et entre autres au Mexique, par exemple, où je suis végétarienne et où c'était très compliqué pour moi, en étant végétarienne, de manger au Mexique. Donc c'était pas une problématique ici, mais c'est un rythme qu'on a et qui nous convient bien. On a donc fait peu d'étapes, parce que pour nous, c'est important de prendre notre temps. On est arrivé à New Delhi, et dans mon souvenir, c'était une ville très...
en pleine ébullition, avec un énorme trafic, une pollution très importante, j'avais suggéré qu'on ne s'arrête pas à New Delhi et qu'on aille directement à Agra pour se faire une étape beaucoup plus tranquille, beaucoup plus détendue pour arriver. Et on avait choisi de prendre une voiture, un chauffeur qui nous emmènerait directement à Agra. Notre vol à l'aller a eu du retard, donc le début a été un petit peu chaotique, comme en fait chaque jour du voyage, mais j'en parlerai après. Et nous sommes arrivés directement à Agra pour pouvoir faire une escale pour le Taj Mahal et le Red Fort. Après Agra, je vais peut-être pas détailler chaque visite et chaque étape, mais si jamais il y en avait parmi vous qui étaient très intéressés, n'hésitez pas à venir me demander directement en privé et on pourrait en parler bien sûr. Après, on est allé à Jaipur, la ville rose, où on a vraiment pris, je crois, 4 ou 5 jours. Pour nous, la moyenne, c'est de ne pas prendre moins de 4 jours quelque part. On n'aime pas les voyages hyper intensifs où on enchaîne. On a envie de prendre notre temps, on a envie de profiter de moments aussi avec les locaux, avec des pratiques sur place locales. Donc on aime bien cette alternance où voilà, on a des visites, on a des pratiques, on a des activités, mais à la fois aussi on prend notre temps. Après Jaipur, on est allé à Udaipur, qui est la ville de l'eau, où là on s'est installé beaucoup plus longtemps. Je crois qu'on a dû rester 6 ou 7 jours. Moi j'ai adoré Udaipur, on a adoré Udaipur, c'est très très calme. Après Jaipur qui est extrêmement agité, très riche dans ce qu'elle propose, mais très, on a l'impression un petit peu d'être dans la ruche et ça fourmille de partout. Udaipur était extrêmement calme, on a pu de nombreuses fois se poser au bord de l'eau, sur des toits terrasses, aller dans des temples, prendre vraiment beaucoup de temps pour être là les uns avec les autres, pour être avec nous en Inde. On a aussi pris en famille, c'était l'anniversaire de mon fils, c'était son cadeau d'anniversaire, un cours de peinture miniature. Il faut savoir que à Udaipur, il y a une pratique qui est très typique, c'est la peinture miniature qui est faite avec des pinceaux en poil d'écureuil, et c'est quelque chose d'extrêmement millimétré, enfin de très très fin, très délicat. Et mon fils qui adore dessiner, qui adore les arts plastiques, on voulait partager quelque chose ensemble. On a pris un cours de dessin sur l'après-midi et on a passé un très très beau moment tous ensemble, avec 2 artistes qui étaient sur place. C'était très beau, c'était très doux comme moment. Et puis aujourd'hui, du coup, on a ramené nos peintures avec nous. On a pu chacun choisir l'animal qu'on avait envie de représenter. C'était un très très beau moment. Et après Udaipur, on a pris du temps à Jodhpur, la ville bleue. Une ville vraiment dans laquelle on s'est senti extrêmement bien aussi. Alors moi j'ai un coup de cœur pour Udaipur, faut le dire, mais Jodhpur avec ses murs bleus, avec son architecture, avec ce fort en hauteur qui domine la ville, ça a été une ville où on a vraiment pris nos aises. On est resté, je crois, 1 semaine. On a pris un cours de cuisine parce qu'on aime après ramener chez nous des recettes, des épices. Et puis quand on cuisine à la maison, avoir les saveurs du pays. Et c'était, on est allé chez un Indien, sa femme, pour apprendre beaucoup de choses sur la cuisine indienne, sur les principes ayurvédiques dans la cuisine. Et puis vraiment passer, c'était un cours pour nous 3 avec lui et sa femme. Apprendre à faire notre chapati, notre dal. Du coup, depuis, on adore se cuisiner 1 fois par semaine un plat indien. C'est quelque chose qui nous rapproche. On aime prendre ces temps-là ensemble. Et puis, on a fait aussi un atelier de block painting. C'est ces imprimés qu'on trouve souvent dans les tissus indiens qui sont souvent faits de façon automatisé, mais là on a trouvé tout l'art ancestral avec un monsieur, puis pareil, la façon de le trouver toujours très joli et
C'est un guide qui nous a présenté à une autre personne, qui nous a présenté à son frère, qui nous a emmené chez son oncle sur le toit de sa maison. Et puis là, il nous a appris. Il nous a appris comment est-ce qu'il fait ça. Il nous a montré comment faire ses pigments de façon naturelle. Il nous a montré tous ces tampons de bois qu'il a, qui se transmettent de génération en génération. Alors évidemment, comme tu me connais et que tu sais que moi, la transmission et tout le côté transgénérationnel est quelque chose qui me touche énormément. C'était très émouvant en fait d'être chez lui, de l'écouter nous raconter cette histoire, de nous montrer son art, parce que c'est beau de posséder un art dans ses mains et de pouvoir le transmettre. Voilà, c'était un très très beau moment. Et on a appris aussi tout le temps, toute la patience qu'il faut pour préparer déjà les pigments, toute la connaissance aussi qu'il faut, et puis la dextérité dont on a besoin pour placer ces tampons, que la peinture ne déborde pas, ne coule pas, ne sorte pas du tissu en coton, du cadre en coton que nous avions. Donc ça a été beaucoup de jolis moments, et ça c'est des choses qu'on aime partager, ces temps de pratique où on est dans le partage avec l'humain. Moi c'est vraiment ce que j'aime dans les voyages, c'est ces temps où on apprend de l'autre et l'autre nous donne ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire, et c'est des choses qu'on essaie de garder au maximum dans nos voyages. Bon, voilà. Au-delà des visites qu'on a pu faire et des magnifiques lieux et sites sur lesquels on a pu se promener, découvrir. Voilà, ça reste un voyage avec beaucoup de doux moments, malgré, je n'enlève pas l'agitation, le tumulte, les klaxons, le trafic. Moi, je reste surtout connectée à l'humain qu'on a rencontré, aux humains, parce que là, je parle de 2 ateliers, mais ça a été dans beaucoup de moments de notre voyage des rencontres très humaines et très fortes. Alors, ça n'était pas un voyage, on va dire, avec une visée spirituelle où j'irais dans un ashram pour avoir une pratique spirituelle spécifique et dédiée. Mais pour moi, la spiritualité, ça va au-delà d'aller dans un ashram. C'est la façon aussi dont on rencontre le pays, dont on rencontre les habitudes, dont on rencontre les mœurs d'un pays, et la façon dont on vit aussi dans un pays, et la façon dont nous, en tant qu'étrangers aussi, on est regardé, on est soutenu ou pas. Et il y a des pays clairement où moi je me suis pas du tout sentie très bien. Je pense par exemple à l'Égypte, qui est évidemment un pays qui m'a transcendée dans sa vibration, mais où moi en tant que femme, je vais être complètement transparente, je n'ai jamais été bien, ni dans mon corps, ni dans mes déplacements, contrairement à l'Inde, où je me sens, où je me suis sentie, c'est la 2e fois, et c'était pareil la première fois, je me suis sentie extrêmement entourée, et les gens sont très prévenants, sont très gentils. D'ailleurs, ce que je vais garder en priorité, je le dis maintenant, mais j'en reparlerai tout à l'heure, en premier, c'est la générosité. Ça a été quelque chose qui a été pour nous, chaque jour, on a vécu des temps forts vraiment de générosité, de je te donne ce que j'ai, je te donne qui je suis. Et ça, c'était extrêmement beau. C'est ce qui m'avait marqué déjà la première fois. On avait assisté à une crémation. Sur mon premier voyage, j'étais allée à Bénarès, et là où de nombreuses personnes viennent mourir au bord du Gange. Et ça avait été quelque chose dans ma jeunesse, que j'étais jeune à ce moment-là quand j'y étais allée, d'extrêmement puissant, d'extrêmement touchant, j'avais beaucoup d'humilité pour ce que j'avais vécu, et j'étais extrêmement touchée de ce qui se passait à ce moment-là. Maintenant, je le comprends mieux avec les années que j'ai aujourd'hui, la façon que j'ai aujourd'hui d'approcher la mort, d'approcher la vie, et d'être en contact avec les énergies subtiles. Mais à ce moment-là, ça m'avait subjuguée sans comprendre encore ce qui se passait. Cette fois-ci, on n'a pas pu le faire parce qu'on a voulu prendre notre temps, que c'est des voyages qui sont très longs. Il faut savoir que les villes sont quand même très
très espacés et que les trajets sont longs, que ce soit en train ou en véhicule privé qui sont assez faciles à réserver, à trouver. On a eu assez facilement des contacts, c'est ce qu'on a privilégié entre les étapes. Mais alors le bus non parce que on est trois personnes plutôt malades en bus, donc on privilégie plutôt le train ou la voiture. Et puis là les routes étaient vraiment très bonnes, contrairement à mon précédent voyage où elles étaient quand même assez cabossées. Et, il nous arrivait parfois de rouler même sur des espaces qui n'étaient pas des routes. Je vais m'arrêter là on va pas en faire un guide de voyage, mais en tout cas, si jamais tu as envie d'en savoir plus ou que toi-même tu es en train de te projeter pour partir, bien voilà, n'hésite pas, j'ai peut-être oublié des choses, j'avais eu des questions auxquelles j'ai choisi de répondre aussi là en faisant ce podcast, mais si jamais j'en ai oublié ou qu'elles viennent après, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, soit par mail, soit sur Instagram en privé, et j'y répondrai avec plaisir, ou peut-être que je mettrai un post dédié et puis vous pourrez les mettre en dessous. Alors, ce que je garde, les enseignements de ce voyage, il y en a eu énormément, alors comme à chaque fois, mais là j'ai envie de dire encore plus parce que c'était proportionnel à ce qu'on pouvait vivre chaque jour en termes de paradoxes, de contradictions. Moi, alors la première chose que j'ai envie de nommer, c'est... j'en ai beaucoup, hein. Je vais être un petit peu plus longue peut-être là-dessus. Je ne vais pas tout développer, mais la première chose, c'est la générosité. Je trouve que les Indiens sont extrêmement généreux. Je l'avais déjà vu la première fois, malgré parfois le peu de moyens qu'il y a, malgré la pauvreté qu'on peut imaginer ou qu'on peut se projeter sur l'Inde. Mais je trouve qu'ils sont d'une générosité, et je vais te raconter, là, c'est une petite anecdote, mais qui nous a touchés énormément tous les trois, et quand on pense à l'Inde, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Le jour de l'anniversaire de mon fils, donc je te l'avais expliqué qu'on avait réservé un cours de peinture miniature, et on avait dit que c'était pour l'anniversaire de notre fils, voilà, qu'on voulait réserver ce cours de peinture. On voulait savoir si c'était possible de le réserver pour nous trois. On ne connaissait pas exactement les formalités, les modalités pour pouvoir faire ce cours de peinture, s'il fallait être adulte ou pas. Et en arrivant, la personne qui gère l'espace du cours nous demande à notre fils quel est son parfum de gâteau préféré. Qui lui répond chocolat. Il y en a qui ne seront pas étonnés. Et on le voit partir et il nous dit « Attendez, j'arrive ». Puis il revient quelques minutes après avec un gâteau. Donc nous, quand on a vu partir, on s'est dit « Va chercher une petite pâtisserie ». Mais c'est pas une petite pâtisserie qu'il allait chercher, c'est un gâteau. Un gâteau d'anniversaire avec un énorme gâteau qui s'achète dans une boulangerie, une pâtisserie qui était au chocolat, goût chocolat Oreo, avec le prénom de mon fils écrit dessus. Moi, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré parce que j'ai trouvé ça tellement généreux, tellement touchant que cette personne qui ne connaît ni d'Ève ni d'Adam aille chercher un gâteau. On a soufflé les bougies. Il y avait cette personne-là, nous trois, et puis les deux artistes qui allaient nous accompagner pendant le cours de peinture. On a mangé ce gâteau avec les doigts, en se léchant les doigts. Et c'était beau, en fait. C'était simple, c'était beau, et le cœur était ouvert. On en parle encore aujourd'hui. On en a tous les larmes aux yeux à chaque fois qu'on en parle. Et là, c'est un élément que je raconte parce que je le trouve facile, on s'en souvient très bien, mais on en a eu tous les jours. Et moi, je me souviens avoir souvent dit dans ma vie ou entendu que presque être gentil, c'était presque c'était pas une qualité, on me disait, comme en disant t'es trop gentille. Et moi, je trouve que la gentillesse, c'est quelque chose qui est beau à honorer, à voir. Et la générosité, c'est encore autre chose. C'est pas de la gentillesse, mais la générosité, c'est donner, vraiment, c'est tout donner. Et je trouve vraiment que l'Inde est extrêmement généreuse. Le deuxième point qui nous a beaucoup enseigné, alors moi j'ai déjà tendance à être dans cette énergie-là, mais on en a beaucoup ri avec mon conjoint qui a une résistance peut-être un peu plus forte au changement, et c'est la souplesse.
j'ai trouvé ça très drôle parce que juste avant de partir ou pendant que je partais, je me souviens plus comment ça s'est passé, j'ai lancé l'immersion abyssale Danse avec le chaos. Eh bien, je ne pouvais pas faire autrement que de la lancer maintenant parce que chaque jour c'est du chaos. Alors, ce n'est pas du chaos qui me met 3 pieds sous terre, mais c'est ce chaos qui vient déstructurer ce qui est en place. C'est avoir réservé, je sais pas, un train et ne pas avoir de train. C'est réserver une activité et puis qu'on nous l'annule parce qu'on nous dit que l'événement a été privatisé pour quelqu'un d'autre. C'est programmer quelque chose et puis changer d'hôtel 1 heure après parce que c'était pas exactement comme ça l'était sur la photo. C'est notre vol qui est annulé 2 jours avant. C'est notre vol qui a du retard et notre premier jour, on démarre avec 4 heures de retard avec une voiture réservée. Tous les jours, en fait, jusqu'à la fin, parce qu'on a fini par faire une escale au Caire d'une nuit qui n'était pas du tout prévue et d'arriver vraiment beaucoup, beaucoup plus tard en Bretagne. Mais tout ça, en fait, ça nous a vraiment appris à nous assouplir et à rire. À rire avec la vie et puis à chaque fois à se dire ok, ben en fait on accueille. De toute façon, ça sert à rien de se mettre en colère, ça sert à rien de s'accrocher à ça. Et du coup, il y a eu, d'ailleurs souvent on en rit avec mon conjoint, quand des choses comme ça arrivent et accrochent un peu, il me dit je me suis imaginée en Inde. Alors oui, bien sûr, on peut dire c'est plus facile quand on est en vacances. Peut-être que je l'aurais moins bien vécu si c'était dans un cadre professionnel ou on demande quand même peut-être qu'il y ait un peu plus de structure, mais et encore, j'ai envie de dire que finalement, ça nous apprend à être dans l'instant présent et à agir à chaque fois dans l'instant présent, parce que c'est ce qu'on a dû faire à chaque instant, et ça a été vraiment jusqu'à la fin avec cette escale qui a été atroce en Égypte, où en fait tu lâches parce que t'es à bout, que ton système nerveux est à bout, que ta patience est à bout, que ta capacité d'accueil est à bout, et c'est à ce moment-là que tu crées des opportunités et des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Donc la souplesse, ça aura été vraiment le deuxième point que j'avais envie de partager ici. Le troisième dont j'ai envie de parler, c'est la joie. Je trouve dans leur sourire, dans leurs yeux, dans la façon dont ils rentrent en contact avec l'humain, qu'il y a beaucoup de joie. Et je me souviens une fois de mon fils, on rentrait à pied une fois parce que on a beaucoup utilisé les Uber qui nous évitaient des minutes, des longues minutes, parfois 20 minutes de négociation. En fait, on était fatigués de négocier, donc on pouvait voilà, réserver des Uber où le prix était fixe, que ce soit pour des tuk-tuk ou pour des voitures. Et on n'avait pas à négocier, on payait ce qui était marqué. Enfin voilà, c'était beaucoup plus simple comme ça. Et une fois, ça nous est arrivé qu'on n'en ait pas trouvé. Donc on a fini par marcher à Jodhpur. Il faisait quand même bien chaud. On avait quand même une chaleur assez désertique. Hein, c'est proche du désert. Et on passait par des... Voilà, des campements, je dirais, je sais pas comment les appeler, voilà, des cabanes qui sont faites un peu de briques et de broc, et des enfants qui vivent là, des adultes qui vivent là. Donc oui, la pauvreté, elle est là, mais comme je raconte aussi souvent, moi quand j'habitais à Paris et à Pantin pendant longtemps, bah, je traversais le périph', il y avait des tentes en fait, hein, et des gens qui dormaient sous les tentes, et tu descendais dans le métro le soir et t'avais des gens qui dormaient dans le métro, donc il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour en voir. Et c'est pas, il y en a pas plus qu'autour de chez nous si on ouvre un petit peu les yeux. Et je me souviens qu'on est passé par ce camp où, bien sûr, ça, on sentait qu'il y avait beaucoup de pauvreté et qu'il y avait que ce qu'on voyait là. Et mon fils me dit, c'est beau de voir comme il joue. Et effectivement, il y a une capacité, je trouve, à accueillir la vie quelle qu'elle soit, qui est extrêmement... j'ai même plus ces mots étaient beaucoup plus beaux que les miens, mais il m'avait touchée en me disant ça parce que il arrivait à voir au-delà de cette pauvreté, au-delà de... La vie, c'est pas posséder. Et ça d'ailleurs, moi, c'était une des choses qui m'avait beaucoup frappée quand j'étais revenue la première fois, c'est que être heureux, alors bien sûr je le savais, mais c'était comme une forme de confirmation et de validation. Être heureux, ce n'est pas avoir de l'argent. Être heureux, alors je ne dis pas qu'on ne l'est pas un peu plus quand on n'a pas cette préoccupation-là, parce que je trouve quand même que
Ça peut amener du confort dans la vie et ça peut amener des facilités. Ça, je ne le retire pas pour avoir eu une vie qui n'a pas toujours été facile sur ce point de vue-là. Mais c'était de voir que c'est pas ça qui est important. D'ailleurs, on peut avoir de l'argent, par contre, et ne pas être heureux. Ça, c'est évidemment quelque chose qui parle à de nombreuses personnes et qui te parlera aussi sûrement en écoutant l'épisode. Le quatrième point dont j'ai envie de parler, c'est la richesse. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est beaucoup de personnes avec qui on a échangé étaient surpris des photos qu'on pouvait envoyer, des partages qu'on pouvait faire, et avaient une projection de l'Inde très pauvre. Mais moi, je trouve qu'il y a une richesse, alors une richesse artisanale. Quand on voit ces palais, quand on voit l'artisanat, que ce soit là le travail qu'on a fait avec les tissus, avec le bois, avec l'argent, il y a une richesse artisanale qui est vraiment énorme. Il y a de l'or dans leurs mains et c'est beau de voir qu'on garde encore cette richesse-là et une richesse culinaire. Alors bon, on le savait déjà, on aimait déjà beaucoup la cuisine indienne. On a mangé, donc en général, on fait un repas au restaurant, plutôt le midi, comme ça on est parti, on mange au restaurant le midi ou dans des petits endroits où on peut s'arrêter manger. Et le soir, souvent on mange à l'appartement parce qu'on est KO, parce que on a envie de se faire un truc tout simple, en mode on se fait du concombre, des tomates, un bon riz, et ça nous va très bien, on n'est pas très compliqué. Dès qu'il y a un peu de fruits, et puis des super bons fruits évidemment, on se faisait de la pastèque à gogo. Bref, je reviens à ce que j'étais en train de dire. J'ai perdu le fil de... Oui, la richesse culinaire. On n'a pas réussi, en mangeant quand même régulièrement des plats différents, à goûter tout ce qu'il y avait sur les menus. Alors moi qui suis végétarienne, c'était... Alléluia. Évidemment, je pouvais tout manger, je n'avais pas besoin de demander ce que je pouvais manger, pas manger, de déchiffrer les cartes. Et on a mangé tellement de choses différentes, tellement de façons de préparer les légumes différemment, et on n'a pas réussi à tout goûter. Il y en avait tellement, je crois qu'on pourrait retourner en Inde quelques fois, reprendre une quantité de cours, tellement tous les trois ça nous plaît. Et, alors par contre, il faut quand même le dire, c'est très épicé. Quand on demande not spicy, en fait c'est pas du tout not spicy, c'est très épicé. Et on a appris du coup à accompagner quand même avec beaucoup de pain nos plats. Mais on a fini par s'y faire progressivement. Et puis il y avait des restaurants où c'était quand même un peu moins que d'autres. Mais il y a des fois où malheureusement, alors qu'on n'aime pas du tout gâcher, laisser, on n'a pas pu. On n'a pas pu manger les plats. Pourtant c'était délicieux, mais moi mon ventre était en feu en permanence. Le cinquième, je crois que j'en étais là, et je vais peut-être m'arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup. Le cinquième point que j'ai envie de partager, c'est la façon dont le spirituel et le matériel se marient tout le temps. J'avais partagé sur Instagram, donc peut-être que tu l'avais passé si tu me suis sur Instagram, une petite vidéo où on était dans la rue et on était en train de chercher justement un tuk-tuk pour rentrer à notre appartement. Et là arrive une procession, parce que le temple était en face, et une procession avec plusieurs femmes qui étaient en train de rentrer dans le temple, et puis des tambours, et en même temps à côté des voitures qui klaxonnent, et puis des scooters qui slaloment, des gens qui sont à pied, et une vache qui passe. En fait, ce mélange qui pour certains pourrait paraître un grand bazar, moi je trouve que c'est la réussite de l'alliance du spirituel et du matériel. Comment dans sa vie, comment dans son quotidien, on arrive à marier les deux, on arrive à prendre soin de l'autre et avoir une richesse intérieure et une ouverture sur la vie, tout en étant, si on a envie, commerçant, et puis faire son chiffre aussi si on a envie. Il y a quelque chose ça n'est pas séparé. Je trouve que c'est des domaines qui ne sont pas séparés, qui sont connectés, et ça c'est beau. D'ailleurs, on en discutait avec, je crois que c'était le cuisinier, je sais plus. On en discutait avec un homme, je sais que c'était un homme, mais je me souviens plus qui, du karma. Les Indiens font attention à leur karma et
ils ne vont pas faire quelque chose qui pourrait être mauvais pour leur karma. Je trouve qu'il y a un grand respect de la vie dans tout ce qu'elle peut englober. D'ailleurs, on était allé voir les premiers écolos d'Inde, les villages Bishnoi, où ils vont même aller jusqu'à enlever un moustique s'il est arrivé dans l'eau de cuisson pour ne pas tuer ce moustique. Et voilà, ils ne vont pas couper leurs arbres. Il y a d'ailleurs eu des mouvements assez forts pour des personnes sont mortes d'ailleurs en protégeant les arbres. Et un respect de la vie que je trouve extrêmement beau, en tout cas moi, qui me touche énormément et qui me montre aussi une des valeurs, moi, qui me touche personnellement, où cette spiritualité, c'est une spiritualité incarnée, en fait. Elle fait partie du quotidien, elle fait partie de la vie de chacun. Elle est ni cloisonnée quelque part dans le temple, ni séparée. Et finalement, chacun le vit comme c'est bon pour lui. Il peut aller au temple s'il a envie, il peut avoir un petit hôtel devant sa maison, dans sa maison, devant sa boutique. Et il y a quelque chose à la fois de très respectueux, mais de très singulier à chacun. Et moi, j'aime ça. J'aime cette façon de mêler la spiritualité et notre vie incarnée. Voilà, donc tu l'auras compris, c'est un voyage que j'ai beaucoup aimé. Plus encore que le premier, déjà parce que c'était avec ma famille, que c'est un voyage qui nous a beaucoup touchés tous les trois, qui nous a permis de vivre vraiment de très beaux moments ensemble et d'apprécier d'être ensemble, d'apprécier de faire ce périple ensemble, d'apprécier d'aller à la rencontre d'une autre culture, de voir comment... Pour nous, ce qui est important en tout cas dans l'éducation de notre fils, c'est de lui montrer aussi comment on vit ailleurs. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, mais de vivre pendant un temps comme on vit dans ce pays et de s'imprégner de la façon dont on peut vivre dans chacun des pays qu'on peut visiter, et puis d'y ajouter aussi évidemment l'histoire et la culture du pays, mais déjà de vivre dans ce pays-là. Et ça, c'est précieux de pouvoir, pour nous en tout cas, continuer, et j'espère que on aura encore la chance l'année prochaine de pouvoir découvrir un beau pays, d'explorer une nouvelle culture et de rencontrer les humains qui vivent, les humains, mais aussi les végétaux et les animaux, parce que c'est toujours aussi en lien dans nos voyages avec ce qu'on peut vivre sur place. Si tu as envie que je réponde à d'autres questions que j'ai peut-être oubliées, ou si tu as besoin que je détaille certains points, n'hésite pas à me contacter. Et puis si tu as envie que je te parle d'autres voyages que j'ai pu faire, bien n'hésite pas. J'en avais déjà parlé un petit peu, je crois, avec le Mexique, dans un épisode qui remonte quand même un petit peu. Je ne saurais plus dire le numéro, c'était quand le podcast s'appelait initialement Passerelle. Il me semble que j'ai parlé du dernier voyage au Mexique, mais voilà, il faudrait le retrouver. Je ne sais plus exactement comment je l'avais nommé. Allez, je vais m'arrêter là parce que c'était déjà, je crois, très très long, et je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et puis toi, comme à chaque fois, tu le sais, comme c'est important, on n'arrête pas de le dire partout parce que c'est vrai. Si ça te plaît, si ça t'aide, si ça te fait du bien, eh bien de soutenir en t'abonnant, en mettant des étoiles, en mettant un petit commentaire, en partageant aussi sur tes réseaux ou à des proches, parce que c'est extrêmement précieux pour moi qui crée cet espace, et en plus personnellement ça fait toujours du bien, on est d'accord. Allez, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram, et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.